Vous êtes à bord de l'Octopus. Continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous. Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Céline Lemoff est ostéopathe et spécialisée en ostéopathie aquatique. Lors de cette interview, Céline nous explique à quel point notre corps humain est connecté à l'eau et comment cet élément nous invite à libérer profondément ce qui est à l'origine de nos maux. L'ostéopathie est une pratique qui agit sur notre corps de manière globale. Elle prend en considération nos différents systèmes et leurs interconnexions pour nous aider à trouver un meilleur équilibre général. Et si cette pratique agit sur notre sphère corporelle, ses bienfaits se font aussi ressentir sur la sphère mentale et émotionnelle. Si je devais retenir quelques mots de Céline, c'est que tout est équilibre et mouvement dans la vie. Et comme tout est relié, rechercher son équilibre et se mettre en mouvement pour son bien-être, c'est le faire aussi tout naturellement pour les autres et pour la planète. Douce écoute. Bonjour Céline. Bonjour Marine. Comment tu vas? Très bien. Je suis super contente que tu me reçoives aujourd'hui. Moi, je suis très contente que tu sois là aussi. Super. Et on va commencer par te présenter. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es et ce que tu fais, ton parcours? Alors, moi je m'appelle Céline. Je suis ostéopathe et ostéopathe aquatique, qui est un petit peu moins connue que l'ostéopathie. Et je suis aussi maman de 3 enfants. C'est important aussi parce que c'est un peu grâce à eux aussi que je me suis lancée dans cette aventure. Mon parcours, écoute, j'ai su très vite en fait que je voulais prendre soin des gens depuis ado. Donc l'ostéopathie en fait, ça arrivait assez naturellement dans ma vie. Et j'ai choisi l'ostéopathie pour quelque chose de très particulier parce que j'avais besoin de soigner les gens avec mes mains, par le toucher, et j'avais besoin que ce soit quelque chose de subtil. C'est-à-dire que dans la vie, j'aime ce qui ne se voit pas tout de suite. Et en fait, en ostéopathie, je ne sais pas si tu as déjà assisté à une séance d'ostéopathie de l'extérieur, quand tu regardes quelqu'un faire de l'ostéopathie, en fait, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et moi, ça, c'est ce qui m'a touchée le plus quand je suis allée voir quelqu'un travailler en ostéopathie la première fois. Le fait qu'on arrive à soigner les gens avec les mains sans qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur. Et je me suis dit, waouh, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, en fait, il arrive à soigner les gens, mais on voit rien. Donc c'est qu'il doit toucher à quelque chose de fin, de subtil, quelque chose d'interne. Et donc voilà, je me suis lancée dans mes études d'ostéopathie. J'ai fait mes 6 ans d'études et j'ai fait mon mémoire sur les enfants nés par césarienne. Mon premier bébé, il était né par césarienne à l'époque. Et du coup, voilà, j'ai fini mon mémoire là-dessus et j'ai enchaîné beaucoup après d'ostéo, pédiatrie, femme enceinte, maman, pendant 20 ans. Et voilà, j'ai vécu ma petite vie comme ça, tranquillement. Et je me suis reconnectée à l'eau, parce que je suis quelqu'un qui est très aquatique de nature. Enfant, si tu me laissais à la plage, j'avais la tête sous l'eau toute la journée. Enfin bon, voilà, j'étais toujours les fesses dans l'eau. Et j'avais perdu un petit peu cette connexion à l'eau, de par la vie. Les enfants, voilà, on avance, on court un peu à droite à gauche. Et un jour, un ami qui était maître nageur a positionné quelqu'un dans l'eau. Il apprenait à quelqu'un à nager. Il l'a positionné comme ça dans l'eau sur le dos. Et il m'a regardé et il m'a dit vas-y maintenant, soigne-le. Et là, je me suis trouvée un peu bête. Je me suis dit soigne-le. Je ne sais pas soigner dans l'eau en fait. Et ça m'a posé question. J'avais déjà vu un article il y avait quelques années auparavant de quelqu'un qui travaillait dans l'eau. Et j'ai fait des recherches. Et j'ai découvert en fait que l'ostéopathie aquatique existait. D'accord. Ouais.
Donc, tu as fait d'abord ta formation Donc, initiale d'ostéopathie classique. Exactement. Et ensuite, tu as pratiqué cette ostéopathie classique pendant plusieurs années. Ouais, pendant au moins 15 ans. Ok. Ouais, au moins 15 ans, avant de découvrir, entre guillemets, un peu par hasard, même si le hasard n'existe pas, ouais, l'ostéopathie aquatique. Et là, ça a été une révélation sensorielle d'abord pour moi, de soigner quelqu'un dans l'eau, parce que c'est vraiment complètement différent de sur table. Et la révélation dans ce que ça apporte en fait sur le corps, sur le psychologique, sur l'émotionnel. Parce que du coup, je me suis fait traiter aussi moi dans la formation. Donc j'ai senti dans mon corps ce que ça faisait d'être traité dans l'eau et j'ai senti ce que ça faisait de traiter dans l'eau. Ok, c'est une formation que tu as trouvée en France du coup? Oui, c'est une formation à Aix-les-Bains, qui se passait à Aix-les-Bains sur une jeune femme qui avait été formée par celui qui a un peu découvert la méthode, qui était un Canadien. Ok. Donc elle est allée se former au Canada, elle a ramené ça à Aix-les-Bains et elle proposait des formations dans son bassin, en fait. Et donc du coup, va être la différence avec l'ostéopathie classique? Tu parlais du plan émotionnel, il y a ce plan-là qui est plus lié à l'ostéopathie aquatique? Alors ce plan-là, il y est plus lié de par le milieu. En fait, l'ostéopathie aquatique, ça reste de l'ostéopathie. C'est pas on se met dans l'eau et du bien-être, on se détend, ça reste quand même thérapeutique. Mais en fait, le milieu change tout. Le fait que ce soit dans l'eau, en fait, le corps n'a plus de point d'appui. On travaille complètement en apesanteur et on travaille dans tous les plans de l'espace. Et comme on travaille dans le milieu liquidien, c'est un milieu qui rappelle quand même le milieu utérin. Et l'eau de la piscine communique aussi avec l'eau des cellules. Et donc, il y a une espèce de transformation, de transmutation d'informations. Et souvent, ça vient libérer des émotions quand on travaille à des endroits très spécifiques du corps. Donc oui, ça a une valeur thérapeutique comme l'ostéopathie sur table, mais ça a aussi une valeur émotionnelle hyper importante. Hyper importante, d'autant plus que dans l'eau, comme on a les yeux fermés et qu'on est en apesanteur, on n'a plus du tout de repères, ni visuel, ni dans l'espace, ni de quoi que ce soit, ni même de posture d'ailleurs. Et on a un peu l'impression au bout d'un moment d'être dilué dans l'eau ou dilué un peu dans l'espace. Et ça, c'est une sensation que le système nerveux n'a jamais et que le corps n'a jamais, sauf quand on est dans le liquide amniotique en fait. Ok. Et donc c'est ça qui réveille aussi certaines émotions. Donc on revient vraiment à l'origine finalement de ce qu'on est. Exactement. On revient à l'origine de ce qu'on est. C'est exactement ça. Okay. Et on va chercher un peu ça et on ressent aussi ces sensations. Et ça, c'est important. J'imagine qu'il y a aussi cette idée de lâcher prise quand on est dans l'eau, beaucoup plus que finalement quand on est dans une séance normale ou pas forcément. Si, complètement. C'est vraiment le point fondamental de l'ostéopathie aquatique, c'est le lâcher prise. De par le fait qu'on n'a plus aucun repère de quoi que ce soit. Et donc, on est obligé de s'abandonner, se laisser porter, en fait. D'habitude, on porte. On fait des choses, on s'occupe à droite, à gauche, on porte notre corps avec la pesanteur. Et là, pour le coup, c'est complètement l'inverse, on se laisse porter. Et au début, c'est un peu déstabilisant quand on ne connaît pas. Et finalement, c'est ça qui fait aussi tout le travail de l'ostéopathie aquatique, c'est se lâcher prise. On va beaucoup plus loin, même au niveau tissulaire, quand on doit travailler une articulation, un muscle, un tendon, quelque chose de bien spécifique. Et on va plus loin aussi dans le ressenti et dans les émotions. Ok. Et donc j'ai compris que tu proposais les deux pratiques, ostéopathie classique et ostéopathie aquatique. Pour quel type de troubles, de motifs tu vas conseiller l'ostéopathie aquatique ou l'ostéopathie classique? Alors, on peut faire les deux. C'est vraiment le milieu qui change et qui fait tout. Les seules différences que je pourrais dire, c'est par exemple si on doit travailler spécifiquement sur le crâne, par exemple, quand il y a des problèmes d'orthodontie, des problèmes de céphalée, des choses très spécifiques au niveau du crâne, de vertige, de tout ça, là on a besoin du point d'appui de la table. Donc c'est plus facile sur table. Si on doit travailler par exemple sur un nouveau-né, il y a beaucoup de choses à vérifier sur le bassin, sur le crâne, et c'est beaucoup plus facile sur table. Si par exemple il y a un gros choc physique, un accident ou quelque chose, quand il y a des choses qui sont vraiment inscrites dans les tissus, parfois on a besoin de passer par la table avant. Sinon, pour tout le reste,
on peut aller dans l'eau. Là où c'est plus avantageux d'aller dans l'eau, par exemple, c'est quand il y a des douleurs aiguës, des sciatiques aiguës, par exemple, parce que du coup, comme il n'y a plus de point d'appui, on est beaucoup plus libre. Pour les femmes enceintes, ça change tout, parce que voilà, il n'y a plus le poids du corps, le poids de bébé à porter. Pour tous les troubles, j'ai envie de dire, du sommeil, de stress, d'accumulation, on étouffe, on n'en peut plus. Dans l'eau, on pose ses valises. Et ça, en ce moment, moi, je le vois beaucoup de par les événements actuels. Le télétravail, où il y a beaucoup de contraintes, que ce soit des contraintes physiques ou des contraintes émotionnelles ou psychiques, de ne pas pouvoir bouger comme on veut. Là, d'être dans l'eau, en fait, on pose tout ça et c'est plus indiqué que sur table, en fait. Ouais. Donc, il y a vraiment des choses différentes, mais j'ai envie de dire, la seule contre-indication d'aller dans l'eau, ce serait éventuellement des troubles cardiaques importants ou alors une infection. Si on a une grosse bronchite ou une plaie, par exemple, on ne va pas aller se mettre dans l'eau. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui contre-indique le fait d'aller dans l'eau. Non, le fait d'aller dans l'eau. Peut-être les vertiges aussi. Okay. Parce que quand on est positionné sur les flotteurs, qu'on a des vertiges, on n'est pas à l'aise dans l'eau. Parce que justement, on n'a plus de repères. Ouais. Et quand on a des vertiges, on a besoin d'avoir des repères fixes. Mais c'est tout. Ok. Il n'y a aucune autre contre-indication vraiment franche, en fait. Et comment se passe une séance, finalement d'ostéopathie aquatique. Alors, la séance, elle est toute simple. On se met en maillot, comme quand on va à la piscine. On va dans la piscine. Moi, je suis dans la piscine aussi avec le patient. Et en fait, je vais placer un espèce de grand flotteur en mousse épaisse, spécifiquement travaillé pour, d'ailleurs. C'est des flotteurs d'ostéopathie spécifiques, qu'on va mettre un à la tête et 2 aux chevilles. Et c'est ça, en fait, qui va maintenir le corps en suspension et en apesanteur. À partir du moment où on est positionné dans l'eau, moi, je vais pouvoir travailler autour du corps, dans tous les plans de l'espace. Et ce qui va être important aussi sur le flotteur de la tête, c'est qu'en fait, il va permettre une position optimale des cervicales, mais c'est surtout qu'il va permettre d'avoir les oreilles un petit peu dans l'eau. Et ça fait la sensation d'être dans une bulle, comme quand on se met un peu sous l'eau dans son bain. On a l'impression qu'on entend moins les bruits, qu'on est un peu dans une bulle. Ça fait cette sensation, et ça, c'est important aussi, d'avoir les oreilles dans l'eau. Moi, dans le bassin, je mets un peu de musique, donc du coup, on entend la musique en dessous. Ça permet en plus de lâcher prise. Mais même s'il n'y a pas de musique, le fait d'avoir ces espèces de sons qui sont beaucoup plus sourds, comme quand on a la tête dans l'eau, alors que là, on n'a pas du tout la tête dans l'eau. C'est ce qui fait aussi la partie confortable de l'ostéo, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de l'apnée ou quoi que ce soit. On peut vraiment même s'endormir, en fait. Mais voilà, cette partie des oreilles un petit peu dans l'eau, c'est hyper important aussi. Et voilà, après, ça se déroule comme une séance d'ostéo. Je vais aller vérifier là où il y a besoin de travailler. Et puis, on se relève ensuite. On ressort un peu de cet état de lâcher prise qui est un peu difficile parfois. Une fois qu'on reprend un peu pied, il faut revenir un peu à la réalité. Et après, il y a un petit temps où on débriefe un peu sur les sensations, ce que moi j'ai trouvé en ostéo, et puis les sensations du patient dans l'eau, ce qu'il a ressenti, est-ce qu'il a eu des émotions. Il y a des gens qui voient des choses, qui ont des visions aussi, qui se rappellent des trucs. C'est vraiment propre à chacun. Mais voilà, il y a ce petit temps d'échange qui est hyper important. Ouais, ok. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment, pour l'avoir testé, une bulle de bien-être. On a l'impression, en plus dans l'eau, de vraiment s'accorder aussi ce moment de bien-être qui est assez fou. Oui, de se l'accorder et quelque part, comment dire, même si on a du mal, l'eau nous y invite tellement que je dirais pas qu'on n'a pas le choix, entre guillemets, mais le corps lâche petit à petit. Même pour les gens qui disent oh là là, moi j'arrive pas à me relâcher, j'en ai beaucoup sur table qui parfois, mais quand je dis relâchez, n'hésitez pas à lâcher. Ah mais j'y arrive pas. Et en fait dans l'eau, on n'a pas le choix, le corps se coule dans l'eau, il se met comme il est bien. Et ça c'est un des gros avantages aussi de l'ostéopathie aquatique, c'est que le corps se place comme il a envie dans l'eau, et c'est-à-dire aussi dans sa dysfonction. C'est-à-dire que dans l'eau, en fait, on va voir des choses qu'on ne voit pas sur table. Parce qu'il y a la pesanteur, parce qu'il y a le contrôle de la posture. Là, il n'y a plus de contrôle de rien. Et en fait, le corps se met vraiment là où il y a le problème, en fait. Ouais. Et ça révèle vraiment des choses. Ça, donc, on revient aussi à l'origine du trouble beaucoup plus facilement. Exactement, parce que l'ostéopathie, c'est quand même rechercher l'origine du problème. Quand on a un symptôme en ostéopathie, je dis n'importe quoi, une sciatique ou quoi,
Nous, notre but en tant qu'ostéopathe, c'est pas de soigner la sciatique, c'est de savoir pourquoi la sciatique, elle est là. Est-ce que ça vient du bas? Est-ce que ça vient du haut? Est-ce que ça vient du ventre? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est une contrainte de travail? Voilà, qu'est-ce qui a fait que cette sciatique, elle puisse se manifester? Et dans l'eau, eh ben, effectivement, il y a des choses qui se révèlent beaucoup plus facilement. Ouais. Et ça, c'est un des grands indicateurs et des gros avantages aussi d'être dans l'eau. Et on sait en plus que voilà, quand on traite vraiment globalement et durablement un trouble ou une maladie, il faut revenir à cette origine, à cette cause qui a créé ce trouble-là. Ah bah oui, tant qu'on n'a pas trouvé la cause, on peut mettre des pansements un peu à droite à gauche. Mais vous savez, c'est comme quand on met des cailloux sur une rivière quand on est gamin, qu'on fait un petit barrage là. Et ben on se rend bien compte que si on bloque la rivière, ça monte au-dessus, il y a trop d'eau au-dessus, et puis ça dépérit en dessous, il n'y a pas assez d'eau en bas. Et ben le corps c'est pareil. Là où il y a un blocage, et ben il y a trop d'eau, donc trop de tension, d'énergie d'un côté, et il y en a plus assez après en dessous. Et là où il y en a plus assez, ça crée presque plus de troubles que là où il y en a trop. Et le but c'est pas de remettre de l'énergie là où il y en a pas. Le but c'est d'enlever les petits cailloux, de dire ben en fait c'est ça qui coince. Et puis pouf, le corps il sait très bien se rééquilibrer tout seul. C'est vraiment en ostéopathie, c'est aider le corps. Il sait très bien faire tout seul. Aider le corps à pouvoir se régénérer, s'auto-guérir tout seul. Donc enlever les petits blocages à droite, à gauche, pouf, un petit coup de pouce. Et c'est vous, le patient, c'est eux qui font les 3/4 du reste en fait. Ouais. Donc on invite encore une fois à devenir acteur finalement. Enfin, le patient a aussi ce rôle de devenir acteur finalement de sa santé. Bah, il est déjà acteur parce qu'il vient. Il fait une démarche de venir pour, en règle générale, aller mieux. Moi, je mets le doigt là où ça va pas. Et le travail à côté, c'est si y a une contrainte extérieure, d'essayer d'améliorer l'extérieur pour plus que ça devienne une contrainte. S'il y a un problème émotionnel, d'en prendre compte et d'essayer de l'organiser autrement. Si c'est physique, moi, de donner 2-3 clés et le corps, pouf, il travaille derrière tout seul. Donc oui, c'est vraiment un concours de tout le monde. En fait, l'ostéopathe, il guérit pas, en fait. Il trouve les clés pour que le corps se guérisse et que le patient se guérisse. C'est ça le but, en fait. C'est que les patients soient acteurs d'eux-mêmes et qu'ils ne deviennent pas dépendants d'un thérapeute. Voilà. Tout à fait, ouais. Et est-ce que, du coup, tu fais le lien, justement, entre le fait de devenir acteur de son bien-être et acteur du bien-être général, global, de la planète? Quel lien tu fais entre tout ça? Le lien, moi, je le fais au niveau du corps parce que c'est mon métier. Pour moi, le fonctionnement du corps humain, c'est exactement la même chose que le fonctionnement de la nature, en fait. De la nature et de la planète tout entière. La nature, elle sait très bien comment se débrouiller, elle sait très bien comment elle a poussé. Un arbre, on n'a pas à lui apprendre à pousser, à quand donner des fruits, à quand se nourrir. Le corps, c'est la même chose, il sait très bien faire ce qu'il a à faire. Le seul problème, voilà, c'est quand il y a des petits grains de sable qui se mettent dans les rouages, comme dans la nature, si on va aider, pouf, après le corps se rééquilibre, c'est ce qu'il a à faire, l'arbre bouffe, se remet à pousser, on met un tuteur, tout qui se remet droit. Et moi, le lien, je trouve qu'il est très, très étroit entre le corps humain et la nature, parce que moi, je retrouve dans le fonctionnement du corps humain toute cette, cette perfection, en fait, que je vois dans la nature. Et je pense que quand on commence à prendre conscience de soi, prendre soin de soi, comprendre comment on fonctionne, comment notre machine corporelle fonctionne, c'est tellement parfait. Il y a tellement des systèmes extraordinaires qu'on ne peut pas après regarder la nature en se disant c'est comme ça. Moi, la relation, elle est vraiment là. Nous, on avait un des fondateurs de l'ostéopathie qui disait « Le mouvement, c'est la vie ». Et pour moi, cette phrase-là, le mouvement, c'est la vie, elle se met partout, que ce soit dans le corps humain ou que ce soit dans la nature. Si vous êtes dans un lac qui a plus de mouvement, ça devient un marécage stagnant, il n'y a plus d'oxygène, les poissons meurent et ça devient quelque chose qui meurt. Et le corps, c'est pareil, il a besoin d'être vivant, d'être en mouvement, et la nature, c'est exactement la même chose. Et je rajouterais même que quand il dit le mouvement, c'est la vie, c'est une chose, mais la vie, c'est aussi équilibre. Et le but de l'ostéopathie, c'est de maintenir l'équilibre dans le corps
exactement comme le fait la nature. Quand il y a des espèces en surnombre, les prédateurs arrivent pour ramener à des quantités équilibrées. Les arbres, ils poussent pas n'importe comment, ils poussent les uns à côté des autres en cohabitation, mais il y a un certain équilibre là-dedans. Et en fait, moi c'est ça que je recherche en ostéo, c'est le mouvement, parce qu'il faut que ça bouge. Le mouvement, c'est la vie, mais l'équilibre. Et c'est l'équilibre dans la nature, et c'est l'équilibre de qui on est, c'est l'équilibre alimentaire aussi. Et on en parle d'ailleurs quand on dit manger bien, on dit être en équilibre alimentaire. Et cette recherche de l'équilibre en soi, je pense que quand on commence à le rechercher en soi, on le voit dans le reste. Et forcément, on ne peut pas faire autrement que de se tourner vers la nature. Ouais, tout à fait. Et de rechercher l'équilibre dans la nature. Et c'est tu vois, moi je le fais par exemple pour la danse, où je trouve que c'est très représentatif aussi de ça, de chercher cet équilibre et en même temps être en mouvement. Et je sais que moi, par exemple, ça c'est une thérapie pour moi, et en même temps qu'un plaisir qui est hyper important. Mais je trouve que la santé est très liée à ces deux notions, au mouvement et à l'équilibre, comme tu le dis. Et pourtant, on pourrait penser que c'est des notions contradictoires. Parce qu'on a la notion de l'équilibre, tu sais, la balance de la justice, elle bouge pas, quoi. Elle reste à l'équilibre. Et le mouvement, paradoxalement, quand on est en mouvement, on est en déséquilibre. Mais nous, on apprenait ça, par exemple, dans nos études d'ostéopathie en anatomie. On nous disait la marche, c'est une succession de déséquilibres rattrapés. Et c'est vrai, il n'y a aucun moment, quand on dissèque un pas de marche, il n'y a aucun moment où on est en équilibre, aucun. Et en fait, je trouve que c'est ça la vie. C'est une succession de déséquilibres, mais qui, mis les uns au bout des autres, finalement, comme à la danse, font un équilibre. On arrive à trouver la justesse, le point d'appui, le déplacement du centre de gravité. Et oui, c'est ce que tu dis, ce mouvement et cet équilibre, c'est ça qui fait qui fait la vie, moi je trouve. Ouais, et on le voit dans toutes les dimensions de notre être finalement. On le voit, par exemple, moi je sais que je l'ai vu dans mes études de naturopathie, où on parle d'homéostasie, donc Exactement. de toujours trouver l'équilibre dans son corps pour être en bonne santé. En psychologie, cet équilibre entre corps, esprit, émotion, etc. Et comme tu dis, dans l'environnement où tout est équilibre, mais en même temps, on est constamment en mouvement parce que les choses en nous et autour de nous bougent tout le temps et qu'il faut tout le temps jongler avec ça pour être en bonne santé, et c'est quelque chose qui régit tout ce qui on est et tout ce qui nous entoure, et d'en avoir conscience pour retrouver une santé globale finalement. Bah ouais, une santé globale, et puis accepter justement que la vie est mouvement. C'est-à-dire que on peut jamais dire on est arrivé, ça y est, on a atteint l'état de santé et ça bougera plus jamais. Ben non. Parce qu'on a des émotions, pouf, qui font bouger un peu la balance, parce qu'on change de travail et qu'on a un patron qui nous tape un peu sur la tête, ou ça nous stresse, hop, ça change la balance. Et d'accepter que, en fait, ce perpétuel mouvement crée du déséquilibre et qu'on recherche un peu comment aller mieux, en fait. Et je pense qu'on peut aller mieux en faisant de l'ostéopathie aquatique, mais en se mettant aussi assis au bord d'un lac, parce que là on régule son émotionnel, comme en allant, je sais pas, faire la lecture d'un livre qui nous met en joie, on travaille sur cette émotion là aussi, on apprend quelque chose, voilà. Et tout ça, je trouve que c'est passionnant, et je trouve que cette unité qu'on a dans le corps et cette unité qu'on a quand on travaille l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie travaille vraiment sur la globalité du corps en fait, on le retrouve partout dans la nature, cette unité. Ouais. En fait, les choses, elles sont pas séparées les unes des autres, tout est relié. Tout est interdépendant. Mais oui, et comme tout est interdépendant à l'intérieur de nous, on fait partie aussi du cycle de la vie, donc on est interdépendant aussi avec ce qu'il y a autour de nous. Ouais. Dont la nature, les océans, n'importe quoi. Oui, d'ailleurs, cette interdépendance, moi je la fais beaucoup avec les océans, justement, parce que on se rend compte de plus en plus moi je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais des recherches sur mon bien-être personnel, que c'était très interdépendant de cet élément, parce qu'on est composé à 70% d'eau, comme l'océan, que quand on a un organisme malade, on a un organisme souvent qui est acidifié, et qu'aujourd'hui notre terre va mal à cause de l'acidification des océans. Et donc je trouve que l'ostéopathie
l'ostéopathie aquatique est hyper intéressante par rapport à ça aussi parce que justement ça nous remet en lien avec cette eau qui est à la base de notre santé finalement. Exactement. Et qu'il faut vraiment prendre conscience de ça, que l'origine de la vie elle s'est créée dans l'océan, notre origine de vie c'est l'eau, le liquide dans lequel on est baigné quand on est dans le ventre de notre mère finalement. Et que sans eau et sans cette connexion à l'océan et à l'eau, en fait, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de santé possible. Ouais, exactement. Exactement. Et on le voit aussi, je trouve, dans l'aspect, justement, tu parlais de l'ostéopathie aquatique qui touchait aux émotions. On se rend compte que finalement, beaucoup de nos troubles sont liés aussi à des causes émotionnelles, finalement, et que les gens n'ont pas forcément conscience de ça. On va tout de suite, quand on a un trouble physique, beaucoup de gens veulent le traiter corporellement. L'arrêter tout de suite. On veut l'arrêter. On veut que ça s'arrête. Mais quand on veut aller un peu plus loin et rechercher vraiment la cause qui a vraiment été à l'origine de ça, il y a beaucoup de causes émotionnelles et on fait encore le lien avec l'eau parce que les émotions et l'eau sont très reliées. Sont intimement liées. Et c'est pas pour rien que quand on a une émotion, on pleure. Parce que les larmes, on associe souvent ça à de la faiblesse. On veut pas pleurer. On se dit, bah non, je vais pas me mettre à pleurer quand même. Bon, faut pas exagérer. Et en fait, au contraire, quand on rigole, ça gêne personne. Et quand on pleure, bah non, faut pas pleurer. Et en fait, l'eau, au-delà de nous soigner, elle a aussi une valeur de nettoyage. Ouais. Et quand on pleure, bah on se nettoie. Et d'ailleurs, quand on va sous la douche, on se nettoie à l'eau. On se nettoie pas avec un truc sec. Donc l'eau, en fait, elle coule et elle a la capacité, et ça c'est extraordinaire, de capter ce qu'elle touche. Donc quand elle capte une émotion, c'est pour ça que quand on travaille en ostéopathie aquatique, ça travaille les émotions et que ça les diffuse doucement dans l'eau, parce que ça capte l'information, l'eau capte l'information. Et on le voit bien, si on boit une eau polluée, elle est pas du tout de la même texture et de la même densité énergétique qu'une eau, je sais pas, qui a été filtrée ou quoi. Et ben là, c'est exactement la même chose. C'est comme elle capte l'information, elle prend l'émotion qui a besoin d'être traitée à ce moment-là, elle la sort tranquillement du corps, pouf, et elle la dépose. Et en fait, on se libère de ça, que ce soit par l'eau du bassin ou par les larmes. C'est bien de pleurer. Ouais. On a une émotion, il faut pleurer. C'est un processus de nettoyage. C'est pas une faiblesse ou une tristesse ou une déprime où on va jamais s'en sortir. C'est vraiment je sors. En fait, les humeurs. Et d'ailleurs, quand on disait à l'époque dans les médecins disaient il faut qu'ils sortent les humeurs, on se faisait transpirer. Même les peuples nordiques, ils vont dans les saunas pour transpirer. Et en transpirant, ils font sortir les toxines. Et là, en pleurant, on fait sortir les émotions. Et c'est important parce que une émotion qui passe, c'est une émotion qui passe. Une émotion qui reste dans le corps, elle se cristallise en fait. Et c'est ça qui crée les soucis. Donc voilà, on laisse passer les émotions, on pleure s'il y a besoin de pleurer. Et l'eau, ça permet aussi ça. C'est ça qui est chouette. Et moi, je fais vachement le parallèle avec un peu les déchets, tu vois, où je trouve que les déchets qu'on voit dans notre environnement, c'est un peu la même chose dans les déchets de notre organisme. Soit on les stocke, comme les émotions, si on les stocke, elles deviennent des déchets dans notre organisme. Exactement. Et du coup, ça commence à créer des troubles. Et un peu comme dans cet environnement où quand il y a trop de déchets de par nos sociétés industrialisées, ça crée une terre qui est malade en fait. Exactement. Et la même chose finalement pour le côté alimentaire où plus on va manger une alimentation industrialisée qui crée plein de déchets dans notre organisme, plus on va se rendre malade et plus on rend malade la Terre. Le parallèle entre le monde et l'humain, il est vraiment tout le temps présent, en fait. Ouais. Et je pense qu'on pourrait même, et encore plus maintenant, je trouve, comprendre l'état de la Terre et de la planète quand on voit l'état des gens en ce moment. Que ce soit psychologique, que ce soit au travail, que ce soit surtout, globalement, quand même, les gens, on peut pas dire que ce soit la joie intense, toute cette espèce de marasme et tout ça, en dehors de tout ce qui se passe sanitairement en ce moment,
et ben toute cette accumulation-là, elle est exactement présente de la même manière sur la planète, que ce soit les déchets, que ce soit la surproduction, que ce soit la déforestation, c'est exactement la même chose, reportée à l'échelle de la planète, mais on est vraiment un miroir l'un pour l'autre en fait. Ouais. Et si nous, on ne change pas notre écologie intérieure, on ne pourra pas jouer sur l'écologie à l'extérieur. Quand on commence à comprendre ça, on ne peut pas regarder en fait la planète avec le même œil. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand on commence à prendre conscience de ça pour soi, bah on peut plus, quand on voit un déchet par terre, déjà on peut plus en jeter un, si déjà on était amené à en jeter un, et on peut plus non plus, moi je peux plus, par exemple, quand je vais me balader sur la plage, laisser un masque sur le sable et faire comme si je l'avais pas vu. Déjà, je le faisais pas avant, mais alors là, ça devient encore plus criant. Ouais. Et Façon de se faire du mal à soi en même exactement, temps. c'est exactement ça. On a l'impression de se faire du mal à soi. C'est exactement ça. Et l'un va avec l'autre. Prendre soin de la planète, on prend soin de nous. Et prendre soin de nous, forcément, il y a des résonances sur la planète autour. Ouais, et c'est vraiment plus on se connecte finalement à soi et ce que tu dis, à cette écologie intérieure, plus finalement on se rend compte de toutes ces connexions et cette interdépendance, et ça nous donne l'envie de s'engager aussi pour cette écologie de manière plus globale. Mais oui, parce que c'est fou, on peut pas, quand on commence à étudier un peu le fonctionnement de l'être humain sans rentrer dans des détails très techniques, on peut pas, quand on voit comment fonctionne un corps humain, où il nous demande pas notre avis pour digérer, pour respirer. Enfin, il y a tellement de choses qui se font de manière autonome sans qu'on les décide, c'est quand même incroyable. Le nombre de choses qui se font par jour, la libération d'hormones pour faire ça, pour se réveiller, pour s'endormir, et qu'on ne gère pas, en fait. Il y a tellement une espèce de conscience supérieure là-dedans que on ne peut pas ne pas la reporter quand on regarde. Moi, j'aime beaucoup me balader en nature et j'aime beaucoup faire des photos en macro, tu sais, des feuilles ou des fleurs. Et j'aime, alors je me rapproche le plus possible, et à la fin, une fois que j'ai fait ma photo, je zoome. Et alors la perfection, ça paraît un peu quiche, hein, mais la perfection d'un pistil, la perfection d'une nervure de feuilles qui finalement ressemble étrangement à notre système artériel et veineux, cette perfection dans les choses, on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas plus grand que soi. Et en fait, je pense que quand on rentre dans le détail, et l'ostéopathie c'est du détail, parce que c'est fin, parce que c'est des choses hyper précises, et ben quand on rentre aussi dans le détail de la nature et qu'on voit à quel point c'est parfait et à quel point ça fonctionne sans nous, et ben là je trouve qu'on s'ouvre à du plus grand, on s'ouvre à une conscience et on se dit mais qui a créé tout ça, comment ça fonctionne aussi parfaitement, et je trouve que du coup ça ouvre les consciences à regarder aussi en dehors de son petit nombril et de prendre en globalité tout ça. Et c'est ça aussi qui permet, quand on voit cette perfection, on a de l'amour en fait. Ouais. En fait, c'est ça la base de tout. Si on a de l'amour pour soi, on a de l'amour pour l'extérieur, pour l'environnement. Et on n'abîme pas ce qu'on aime. Ouais. On met pas du déchet dans ce qu'on aime. On maltraite pas ce qu'on aime. Donc quand on a de l'amour pour soi et qu'on a de l'amour pour là où on vit, on peut pas l'abîmer en fait. Et du coup pour les autres aussi finalement. Plus on se connecte à l'amour de soi, plus vraiment l'amour qu'on a pour les autres est véritable en fait. Exactement. Il n'y a plus ces histoires de jalousie ou d'ego ou de choses qui finalement nous pourrissent la vie parce que justement on est connecté à vraiment cet amour profond. Oui, puis ça nous fait pas avancer, et puis de toute façon on est tous différents et on a tous un chemin à parcourir. Je lisais l'autre jour une citation qui disait un truc du style en fait, on se compare tous les uns aux autres, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que dans l'examen de la vie, on n'a pas tous les mêmes questions. Et j'ai trouvé cette citation extraordinaire parce que je me disais, mais c'est vrai en fait. Chacun de nous est venu expérimenter quelque chose et quelque chose de différent. Donc on peut pas se comparer au voisin puisqu'on n'est pas venu faire la même chose sur cette terre que le voisin. Et en fait, à prendre aussi ce recul de dire... moi, par exemple, dans la maladie en ostéo, il y en a qui vivent des choses difficiles et d'autres qui sont relativement en bonne santé. On pourrait se dire, il y en a qui ont de la chance, d'autres pas. Mais en fait, ça a du sens. Ça a du sens, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de jalousie à avoir de celui qui est ci, de celui qui est ça. On n'a pas la même copie, en fait.
Ouais. Et je trouve que j'ai trouvé ça tellement vrai. On n'a pas la même copie. Complètement, mais c'est important de prendre conscience de ça, mais c'est vrai qu'on est aussi très perméable à la société dans laquelle on vit, qui incite beaucoup finalement à cette comparaison-là, et c'est important de s'en détacher, mais de prendre conscience qu'il faut aussi que la société change et ne soit plus dans ce modèle de comparaison. Ouais, de comparaison et d'uniformité. Ouais. On peut pas comparer une rose et une jonquille. Mm. On peut aimer plus la rose que la jonquille parce que, je sais pas, pour nous c'est plus esthétique, mais elles ont toutes une valeur différente. Elles viennent faire des choses différentes. Un chêne et un érable, moi je trouve que ces deux arbres magnifiques, ils ont des fonctions complètement différentes. Ça ne nous viendrait pas à l'idée dans la nature de comparer des choses. Et pourtant on le fait pour nous. Ouais. Et ça c'est fou. Ouais, et on le fait aussi on a beaucoup ce truc de bien ou mal, de voir aussi les choses soit noires, soit blancs, alors qu'il y a beaucoup de choses où il n'y a pas forcément bien ou mal, où tout est parfait comme c'est, Oui, et puis même si c'est pas parfait, s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de bien. On a besoin aussi dans la vie d'avoir les deux opposés pour pouvoir avoir toute la palette entre deux, et puis pour avoir les deux opposés aussi. S'il fait tout le temps soleil, je peux vous dire que le jour où il pleut, même si on n'aime pas la pluie, on est hyper content qu'il pleuve. Parce que on en a besoin. On a besoin de vivre les opposés et la palette qui est entre deux. Ouais. Donc et le bien et le mal. À cet équilibre. Exactement. C'est une question d'équilibre. De pas être toujours dans l'un ni dans l'autre. Est-ce que... non, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais une citation pour conclure cette interview ou quelque chose que tu as envie de dire pour la fin de cette interview? Moi, vraiment, la citation qui me porte dans tout, que ce soit dans mon métier ou dans la vie, c'est vraiment ça. Le mouvement, c'est la vie. Et la vie est mouvement. Donc de se tout change. Oui, de se laisser prendre par le courant. Mais oui, par le flot de la vie, parce que tout change tout le temps. Et c'est chouette. Ouais. Si ça changeait pas, on grandirait jamais. En fait, on serait toujours les mêmes. Si on avait la conscience de qu'on avait quand on avait 12 ans, à 40 ou 45 ans, ce serait d'un triste. Heureusement qu'on évolue, qu'on change et que, oui, on s'est cassé la figure, on est tombé de temps en temps, on s'est relevé et on a acquis de l'expérience et ça nous a ouvert d'autres portes et on a vu d'autres choses et c'est ça que je trouve chouette, c'est voilà, le mouvement c'est la vie et je trouve que ça s'applique à tout, que ce soit à l'émotion, que ce soit au corps, que ce soit à la nature, que ce soit aux relations entre les gens, voilà. Et c'était vraiment le fondement en plus pour nous, ostéo, de celui qui a découvert un peu l'ostéopathie, c'était sa citation, le mouvement c'est la vie. Et pour moi c'est vraiment quelque chose qui me parle. Ouais. Et aujourd'hui ce qui peut-être empêche le mouvement, c'est beaucoup d'insécurité et de peur dont il faut se libérer parce que finalement on a tous envie de suivre un peu cette fluidité, ce mouvement parce que la vie nous emporte forcément vers des belles choses normalement pour nous, mais de par nos peurs ou nos insécurités, souvent on empêche ce mouvement-là. Ouais, on ne bouge pas et on se fige. Et quand on se fige, on empêche le mouvement. Ouais. Et c'est exactement comme les petits cailloux dans la rivière. Quand on empêche le mouvement, ça pousse ailleurs, en fait. Parce que la vie, elle est obligée de s'exprimer quand même. Donc si on met une barrière devant, elle va passer par un autre côté, il n'y a pas de souci. Mais elle va passer quand même, plus difficilement. Et moi, ça résonne beaucoup en ce moment, ce que tu dis justement sur le fait de travailler de plus en plus sa sécurité intérieure pour suivre ce mouvement-là et d'arrêter de la chercher à l'extérieur, ce qui nous empêche vraiment de... peut-être parce qu'on va chercher une sécurité financière, comme on parlait tout à l'heure dans notre conversation avant le podcast, quand on va chercher toutes ces sécurités extérieures, on va vraiment se figer et s'attacher et finalement ne pas se laisser porter par ce courant et ce mouvement qui nous emporte là où c'est bon pour nous finalement. Mais oui, parce que de toute façon, la sécurité, c'est rattaché à la peur, et si j'y arrive pas, et au fin fond du fond du fond, ce besoin de sécurité, c'est quoi ? C'est la peur de mourir, finalement.
C'est si je suis pas en sécurité, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de situations dans la vie où on a été en dehors de sa zone de sécurité et finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas mort. Et c'est ça, en fait, qu'il faudrait regarder et même, ça pourrait être un exercice même, de noter quels ont été les événements de ma vie où j'ai eu l'impression que oh là là, j'étais plus du tout en sécurité et qu'est-ce qui s'est passé et surtout, je suis encore là en fait. Je suis encore là, je suis encore vivant, finalement je m'en suis sortie. Donc finalement cette notion de sécurité, elle est relativement relative. Complètement. Parce que la sécurité, c'est quoi? On a besoin de quoi? On a besoin de manger, on a besoin de dormir, d'avoir un toit pour nous protéger, mais un toit, on n'a pas besoin d'un palace non plus. Il y en a qui vivent en camping-car et qui vivent très bien. Donc la sécurité, elle est vraiment propre à chacun et je pense qu'on y met trop de peur dans cette sécurité. Ouais. Et ça nous enferme. Complètement. Et ça nous empêche de voir l'extérieur. Et ça nous coupe même de l'extérieur. Et on devient méfiant envers l'extérieur. Et quand on est méfiant, on n'a plus l'amour. Ouais. Donc on va plus vers. On revient à cette notion d'amour qui est vraiment la base de tout et fondamentale. Mais de toute façon, quand on est créé par nos parents, les 3/4 du temps, on est quand même créé avec amour. Donc c'est quand même la base de tout, je trouve. Le mouvement dans l'amour, finalement. Mais exactement, le mouvement, oui, dans l'amour, parce que de toute façon, on ira là où on doit aller. Et ça ne veut pas dire qu'on vivra jamais de difficultés dans notre vie. On va en rencontrer comme tout le monde. Mais de toute façon, ce qu'on vit, en règle générale, on a les épaules pour le vivre et pour aller au-delà. Donc même ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de peur à avoir. Aussi dur que ça puisse paraître dans la tête, on va avoir les ressources. Ouais. Et non seulement on va avoir les ressources, mais en plus on va grandir et on va découvrir des choses et on va être plus fort et on va pouvoir donner plus parce que ça y est, on a compris des choses. Donc c'est vraiment c'est le jeu en fait. Et je pense que c'est ça qui est important de faire prendre conscience aux gens, c'est qu'ils ont vraiment cette force intérieure et que c'est important qu'ils se reconnectent aussi à cette force créatrice, ce pouvoir intérieur qu'ils ont, parce que tout le monde a ses capacités. Mais bien sûr, et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort qu'on ne pense. Ouais. Beaucoup. Si on regardait le nombre de fois où on s'est dit j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, et je sais pas, et que finalement on l'a fait quand même, et en fait on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Et ça, l'ostéopathie aquatique peut nous y aider un peu. Exactement, exactement, à se remettre dans cette écologie-là, à se remettre en soi, et puis à se remettre en selle pour être bien, parce que ça reste quand même de l'ostéo, et le but c'est de rééquilibrer le corps. Super. Donc, voilà. Merci beaucoup Céline pour grand cette qualité d'interview. Marie. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Et avec plaisir. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt!